Stories, le podcast où toutes les marques du collectif racontent leur histoire. Salut à tous, bonjour les amis, je suis avec Nico de la bière Baston. Salut, comment tu vas ? Salut Maxence, ça va super. Vous savez ce qui va se passer aujourd'hui ? C'est une première dans l'histoire de Place des Patronnes parce qu'on va vous faire en direct une adhésion. Ah oui. On va vous faire une adhésion en direct. Nicolas va découvrir le concept. Voilà, on a juste parlé, échangé. Donc il a rien vu encore. Il va tout découvrir. Vous allez pouvoir découvrir ses réactions en C'est un peu direct. ce que je fais ici d'ailleurs. Regardez. Alors on essayera. Donc si par exemple tu es effrayé par les prix, Ah oui, d'accord. ou alors si tu as du dégoût. Oui, très bien. Ouais. Et puis après, on pourra aussi t'applaudir si jamais tu rejoins le collectif. Si on signe à la fin, il y a les applaudissements. Alors si on signe à la fin, il y a une surprise. Ah très bien. Ouais, une bière effectivement. Baston offerte. Donc, cher Nico, voilà, moment sérieux. Est-ce que t'es bien une marque engagée ? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais déjà et tout ? Moi, on va baisser un petit peu le tube de l'été. Tu peux nous dire déjà ce que tu fais, ton produit et tout ? Oui, tout à fait. Nous, on a créé en 2020 un premier établissement, la brasserie du Goulot. Donc ça, c'est le nom de l'établissement. Baston étant la marque produit. On a ouvert à Roubaix. Dans une rue commerçante et l'ADN de ce projet c'est le retour de la bière locale. On achète sa bière comme on achète sa baguette. D'ailleurs on dit que la bière c'est du pain liquide quelque part et donc notre idée c'était de dire on produit sur place, on vend sur place. Bon alors évidemment on a ouvert pendant la première vague de Covid, content de te dire qu'on n'a pas beaucoup ouvert sur place, il y a eu beaucoup de visiteurs, c'est pas grave, on a travaillé un petit peu autrement. Ah, c'est con parce que j'en connais un paquet qui ont bu de la bière pendant cette période, moi. Ah bah clairement, mais pas au bistrot en tout cas. Ouais. Donc c'était ça, bon, c'est un petit peu Le la coup du sort, difficulté rencontrée, mais bon c'est tout, comme tout le monde j'ai envie de dire. Et le projet continue de se développer. On a ouvert une deuxième brasserie sur la côte d'Opale à Vimereux, dans le quartier du Baston, d'où le nom de la bière Baston, car c'est pas une mais un baston. C'est la côte d'Azur du Nord, hein, c'est ça ? Exactement. Ouais. Baston étant le nom d'un vent fort en mer, petit clin d'œil Ah à la ouais, côte. ça je savais pas, tu vois. Eh ouais. Ah bah il y a des agences qui ont bossé, attention, il y a eu du KE investi là-dedans. Et, et non, depuis le début, c'est un produit local. Pour nous, la bière, c'est un produit local. Moi, quand je me balade, je pars en week-end, je pars en vacances, j'ai envie de boire la bière qui est produite sur le territoire. Le premier ingrédient de la bière, c'est l'eau. Et l'eau, elle est propre localement. L'eau du sud n'est pas la même que l'eau du nord, qui est plus dure, par exemple, que l'eau de Bretagne. Et en fait, ça donne des profils de bière très différents. Si on ne fait pas des bières belges à 8 degrés en Bretagne, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas le même profil d'eau que ce n'est pas possible de faire le même. Donc pour moi, la bière, c'est avant tout un produit ultra local. Et puis deuxièmement, c'est de s'inscrire dans tout ce qui est économie circulaire. On travaille avec Ola Consigne notamment pour la réutilisation des bouteilles. On est labellisé entreprise zéro déchet pour essayer de limiter au maximum tout ça. Bon voilà, il faut faire sa part comme. T'as poussé le bouchon, quoi. Ouais, le plus possible. On pourrait aller encore plus loin avec les économies d'eau, les économies d'énergie, parce que c'est assez énergivore comme activité. Mais chaque chose en son temps, et puis petit à petit, on est meilleur chaque jour. C'est quoi le slogan de ta bière ? Alors, il y en a plusieurs. On a tendance à dire quand c'est peintable, c'est vendable. Alors ça, c'est plutôt entre nous. On a ce qu'on appelle un petit comité de dégustation. Alors, je ne sais pas si tu vois à quoi ça ressemble. Ça ressemble à des copines et des copains avec un bol de chips au milieu de la table. C'est hey, regardez, on a fait une nouvelle bière. Est-ce que vous pensez qu'on peut la commercialiser ? Et là, la règle, c'est t'en bois une pinte. Si à la fin de ta pinte, tu pourrais dire « Ok, j'en prends une deuxième », on estime que c'est vendable. Si au bout d'une pinte, tu dis « Oh non, ça m'écœure trop, c'est trop fort ou c'est trop machin », ok, pour nous, ça va pas. Ah, d'où le si c'est peintable. Si c'est peintable, c'est vendable. La traduction, c'est qu'on essaye de faire des bons standards. Ouais. On fait pas de la bière de geek ou expérientielle. C'est une bière Baston, tu peux l'avoir dans ton frigo. Si tu reçois une copine ou un copain qui kiffe la bière, elle va aimer quoi. Voilà. Ah, génial. Et le deuxième adage, c'est la bière, c'est de l'amitié liquide, parce que ce qui nous plaît, c'est la convivialité autour du produit, sa simplicité. Voilà, tu ouvres une bouteille, tu la partages, quoi. Voilà. Génial. Bah écoute, on a un orchestre qui est avec nous là, mais je le réserve pour après.
Ok. Ok, ça marche. Parce qu'on a tout un programme. En tout cas, tu coches la première case. Ah, La première case, c'est effectivement, tu as une forme d'engagement, fabrication locale, etc. Donc, déjà, ça match pour le collectif, pour rentrer dans le collectif de marque. Deux, tu as l'air de raconter quand même une belle histoire, ton compte Insta, comment ça se passe, TikTok, tout ça. Tu fais de la com en ligne et comment tu fais? alors pas assez bien. Il faudrait qu'on en fasse plus. On fait un petit peu Instagram, Facebook, pas trop TikTok. C'est vraiment quelque chose qu'on doit développer et qui doit être dans la continuité de notre projet. C'est un projet qui évolue beaucoup. Aujourd'hui, le projet, c'était d'avoir une production à Vimereux pour que notre produit en bouteille puisse être visible dans les bars, dans les boutiques, en grande distribution, dans Ouais. les épiceries spécialisées. Et on sort à peu près 200 000 bouteilles par an. Mais le projet va continuer d'évoluer. La suite du projet, c'est d'installer une brasserie dans un restaurant et que la bière soit Cool. uniquement consommée sur place par les gens qui sont dedans. Un peu comme les Trois Brasseurs, mais sur un autre concept. Et donc ça arrivera fin septembre, début octobre, sur un site incroyable du Nord qui s'appelle les Grands Moulins de Paris, à Marquette-les-Lilles. tu vas être là. Ouais. Ah ouais, génial. Alors, il doit pour y ceux qui ne avoir- connaissent pas, Ouais, dis-nous un ouais, peu ce vas-y. que c'est là. Alors c'est incroyable, donc c'est un ancien, c'était des moulins, hein, c'est un ancien site industriel. Et nous, on a repris le bâtiment qui est sous les anciens silos à farine et à grains, sur 600 mètres carrés, avec 200 mètres carrés de terrasse. Et là, on ouvre une brasserie ludique en partenariat avec la Luck à Lille. Ah Il y a ouais. forcément parmi vos auditeurs des gens qui connaissent la Luck à Lille, parce que c'est ultra connu. Ah ouais, je connais, c'est génial. Voilà, exactement. Et eux ont beaucoup plus cette notoriété et ce travail sur Insta, notamment. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on va Explique ce que c'est, quand embrasser même. en même temps que... Alors, la Luck, c'est génial. C'est un concept de brasserie ludique. Vous avez une ludothèque d'à peu près 1500 jeux de société là-bas. Et le principe, c'est qu'il y a des sommeliers du jeu. Ouais. Donc vous êtes assis à table, vous venez soit en couple, il y a beaucoup de dates à la Luck, là. Soit vous venez en C'est couple, vrai. soit vous venez en famille, c'est hyper D'ailleurs, tu as des jeux un peu hot. intergénérationnel. Il y a des jeux un peu hot. De très très hot même. Il y en a, c'est pour conclure. Et donc c'est un lieu vachement sympa. Et donc un sommelier du jeu vient à ta table. Il te demande à quoi tu aimerais jouer. Est-ce que tu veux chanter? Est-ce que tu aimes les défis? Est-ce que tu aimes la stratégie? Est-ce que tu veux des jeux vintage? Voilà. Il te ramène 3 propositions, tu choisis et il te met en route. Donc il t'efface la peine de devoir lire les règles du jeu qui emmerdent tout le monde. Il fait le premier tour avec toi de la partie. Une fois que tu as compris, il te laisse jouer. Bah, Évidemment, c'est une tuerie. pendant ce temps-là, tu manges et tu bois bientôt de la bière brassée sur place à Marquette. Et alors, ton concept au Moulin de Paris, Ouais. ça va être 2 locaux séparés ou vous êtes Ah non, fusionnés non, ensemble? c'est complètement ensemble. Tu rentres, la brasserie et le bar se font face et les cuves alimentent directement les robinets à la pression. Trop bien. Il n'y a pas de fût, il n'y a pas de bouteille, c'est du 100% sur place, consommé sur place. Alors, si je peux me permettre une petite reco, Permettez-vous. parce que je l'ai vécu en Asie, mais aussi en France dans certains restos, et je trouve que c'est canon. Et à mon avis, tu exploses ton chiffre d'affaires. Le QR code sur les tables Ouais, qui te permet de commander directement et de payer directement. ouais, c'est pratique ça. C'est pas pratique. Tu vas exploser ton chiffre avec ça. Tu vas vraiment exploser ton chiffre. Ça t'améliore en plus toute la logistique parce que les mecs, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient chercher la commande, etc. Si jamais il y a de la restauration. Mais en fait, quelqu'un qui a terminé sa pinte, aller au bar, c'est faire un effort. Ouais, bien sûr. Alors que s'il a juste cascadé son truc, il fait un peu moins d'effort. Et comme cet effort est un peu moindre, la motivation, j'ai un peu soif, comme elle est là, clouc, tu vas choper plus de clients. Tu vas faire plus de poignées moyens. Ah bah écoute, Et ça, je l'ai garde vécu. l'idée. Si jamais tu veux aller vérifier ça, tu peux aller aux Enfants Terribles Ouais, déjà Mais- testé, ouais. dans le bar, pas dans le resto. D'accord. Et dans le bar, tu as ces QR codes où en fait, sur la même table, plusieurs personnes peuvent tous scanner le même QR code. Mais en fait, c'est la même addition que partage tout le Ok. monde. Et tu vas commander une bière. Puis si tu veux en mettre une deuxième, en fait, ça va s'ajouter. Puis une troisième, puis une quatrième. C'est seulement à la fin que tu payes, en fait. Mais tu peux payer toujours pareil sur Ok. sur Sur l'appli. l'appli. Bon, enfin bref, en tout cas, ça c'est
mes reliques, mes reliquats de chasseurs de Figital. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu raconteras une histoire plus puissante en faisant de la vidéo et ce que tu fais sur Instagram aujourd'hui que juste la bouteille et l'étiquette. Oui, oui, c'est sûr. Ouais, c'est vraiment des sujets sur lesquels on doit progresser. Il ne faut pas oublier que, tu vois, la brasserie de Vimereux, ça fait un an et demi qu'elle est en service. Ça reste une activité très industrielle. Il y a des grosses machines, c'est 1 million d'investissements. La mise en route, le rodage, appréhender la machinerie, c'est un énorme boulot déjà pour lancer ce type d'activité. Et il est certain que la suite de cette histoire, c'est de la digitaliser et de la rendre le plus accessible en fait. Ouais, puis ludique, puis simplement donner envie. Ouais, Simplement, c'est en connaissant parfois l'histoire que ça te donne envie de goûter Mm. une bière ou plutôt qu'une autre. Bah, c'est cool. Bah écoute, je suis ravi de t'annoncer que tu as franchi la première étape. Ouais. Tu coches toutes les cases. Il y en a quand même une toute petite dernière qui Vas-y. m'intéresse de savoir, c'est quand tu es distribué chez des distributeurs ou, Ouais. ou des concept stores, ils te prennent une toute petite partie de ta marge ou un peu plus, ou comment c'est une grosse partie de ta marge? Alors honnêtement, je trouve que les distributeurs aujourd'hui, je parle de la grande distribution, jouent vachement le jeu avec les producteurs locaux. Ouais. Leur discours aujourd'hui, c'est plutôt avec les grandes marques et au national qu'on va avoir des négociations serrées, pas avec vous, on joue le jeu. Et donc, je trouve aujourd'hui qu'on s'y retrouve et on travaille bien avec les grandes enseignes de la grande distribution, honnêtement. Après, évidemment, si je grossis le trait, si je vends ma bière, quand je vends ma bière à un magasin, je vais parler en litres, hein, je la vends 4 euros hors taxe du litre. Et sur ces 4 euros hors taxe du litre, j'ai 1 euro d'emballage. Quand je la vends dans un verre, je la vends à peu près 12 euros hors taxe du litre et j'ai pas d'emballage. Donc évidemment, pour moi, l'avenir de la bière, elle n'est pas industrielle, mais elle est servicielle. Mm. Et on veut vraiment quitter ce mode industriel de il faut toujours produire plus et vendre plus pour mieux gagner sa vie, en allant plutôt vers du serviciel, c'est-à-dire bonjour monsieur, bonjour madame, je vais vous raconter l'histoire de mon produit, je vais vous la servir dans un verre, je vais vous servir de l'amitié liquide et vous allez kiffer ça. Et là, vous êtes prêt à rémunérer autrement le produit parce qu'il est sous la forme d'un service. D'où la luck pour le projet qui s'appelle Big Luck et qui pour moi est le plus bel aboutissement qu'on puisse avoir pour une brasserie, qui est d'être directement l'expression du producteur au consommateur. Ouais, là, elle se vérifie. Le producteur, il est à 10 mètres du consommateur, quoi. Bah ouais. En fait, pour ceux qui écoutent, donc là, tu dis que tu la revends 4 euros litre donc à un intermédiaire, mais cet intermédiaire, évidemment, il ne la vend pas 4 euros. Non, bien sûr, il la vend plus cher. Ouais. Il la vend à l'équivalent des 12 euros ou un peu moins parce que c'est en bouteille, Non, c'est ça? un petit peu moins parce que c'est en bouteille. Allez, si on parlait à la bouteille, moi, je lui vends 3,30 € hors taxe. Et lui, il va la revendre 5 euros, 5,20 € TTC. Donc à peu près le double. Ouais. Et effectivement, après, c'est normal que dans un bar, ils prennent un peu plus parce que Ouais, bien sûr. il y a le bar, il y a le loyer du bar, il y a le service, tout ça. et puis il y a les salaires du barman, etc. Évidemment. etc. Donc c'est Évidemment. complètement logique. Est-ce que ouvrir une boutique en propre, c'est envisageable pour des marques comme toi? On se pose la question. Hein. À Vimereux, on a un local qui permettrait d'ouvrir un bar. J'espère pouvoir ouvrir cet été. C'est pas encore dit, mais on voit le maire mardi, donc dans quelques heures maintenant. On voit le maire de la ville pour valider avec lui l'obtention d'une licence qui nous permettrait d'ouvrir en bar. Alors, le local, c'est un local industriel. Il n'est pas chauffé, il n'est pas refroidi, il n'est pas rien du tout. Donc ouvrir l'été sur la côte, aucun problème. L'hiver, aujourd'hui, c'est impossible. Il fait la même température dedans que dehors. Mais oui, on va tester l'expérience. Moi, j'aime bien accueillir. Et en fonction de comment ça répond, on verra. Maintenant, la difficulté de Vimereux, pour ceux qui connaissent les villes de la Côte d'Opale, c'est qu'il y a 5 000 habitants l'année et 30 000 l'été. On ne parle pas de la même chose, quoi. Il y a deux villes différentes entre juillet, août et novembre. Ouais, puis j'imagine tout de suite, tu t'engages dans un investissement, Ouais. et puis une longue durée. Ouais, tout à fait. C'est un achat, c'est une location. Ouais, on est en location là où on est en plus. Donc, ouais. Et donc plutôt 3-6-9 ou plutôt précaire? Non, 369. Ouais. 3-6-9, donc direct, t'es engagé pour 9 ans, quoi. Exactement.
Donc malgré tout, tu as une stratégie de distribution qui conjugue à la fois du serviciel que je trouve hyper malin avec ces projets à la Luck, etc. Je trouve ça canon. Vimereux aussi. Et puis tu conjugues aussi de la distribution en bouteille, parce que malgré tout, on consomme aussi de la bière chez soi, etc. Et là, pour le coup, on te prend à peu près la moitié de ta marge, quoi. Oui, c'est ça. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous sommes un produit de grande distribution. On est un produit quotidien et sa bière. Alors, tout le monde, si on pose la question aux gens dans la rue, oui, bien sûr, on adore aller chez le petit producteur, on adore aller chez le caviste, tout ça. Puis la réalité, c'est qu'on n'a pas le temps. On va chez Leclerc, Match, Carrefour, Auchan, qui vous voulez. On fait ses courses et on est quand même bien content de trouver sa baston en faisant ses courses en même temps. Et nous, en termes de notoriété, ça nous a mis un sacré boost parce qu'aujourd'hui, vous nous trouvez quasiment partout sur la côte d'Opale, pas encore tout à fait le Dunkerquois, mais ça viendra l'année prochaine. Mais en tout cas, entre Boulogne-sur-Mer, Vimereux, Le Touquet, Audrecel, Ambleteuse, où vous voulez, Ardelot, on est partout, partout, partout. Tout le monde nous connaît sur la côte d'Opale en 1 an et demi. Et ça, sans être en grande distribution, c'est pratiquement impossible. Bah oui, bien sûr, et moi, c'est impossible. Et je ne peux pas aussi avoir les horaires d'accueil d'une grande surface. C'est impossible. C'est impossible. Donc les gens qui passent du côté de la brasserie ou qui sont en vacances à Vimereux viennent acheter leur bouteille chez nous. Et on a vraiment, ça nous tient à cœur de les recevoir, de leur montrer la brasserie, leur parler des produits, les accueillir et tout. Mais pour le reste, au quotidien, c'est en faisant tes courses que tu achètes ta bière, quoi. Bon, en tout cas, tu coches vraiment, du coup, définitivement toutes les cases. Tu coches toutes les cases. On m'a vendu un petit jingle applaudissement. Ah, ben oui, écoute. Alors, tu l'auras une deuxième fois tout à l'heure. Bon, ça marche. Écoute, je te refais l'histoire rapidement, mais à la base, c'est un collectif de marques engagées qui ont créé un groupe de réflexion sur le retail. Et dans ces marques-là, d'ailleurs, tu en avais qui étaient distribués un petit peu en grande distrib, certains dans les concept stores, un CX store, chez des réseaux de revendeurs, etc. Et les constats majeurs qui étaient faits, c'était quand même en termes de marge, on a certains réseaux qui nous prennent quand même un montant important. Premier constat. Deuxième constat, ils prennent pas toute notre offre, c'est-à-dire généralement ils prennent que les best-sellers et le reste, j'ai travaillé sur une offre, une gamme, etc. Et elle va pas se retrouver en magasin pour des raisons qui sont des facteurs exogènes de la marque, parce que c'est le revendeur qui décide d'acheter ou pas. Ouais. La troisième raison, c'était le storytelling. On a un storytelling puissant, on a une marque qui a une histoire, qui a des valeurs, qui a une histoire qu'on raconte bien. Et du coup, ça se vend bien sur Insta et tout. Mais quand ma bière, elle est posée sur un rayon et que les gens passent à côté, cette histoire-là, elle aura une vraie plus-value à être associée avec cette bière au moment où le client est dans le magasin. Et comme ça, on ne l'a pas aujourd'hui dans les magasins tels qu'ils existent aujourd'hui. Ça a créé, ça a fait naître en fait le collectif Place des Patrons. Je te rejoins tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre bière dans le rayon alcool, qui aujourd'hui fait 30 mètres de long dans n'importe quel magasin, elle est seule avec elle-même. Donc, on mise beaucoup sur le packaging. On a essayé de trouver un nom un peu impactant. On a une étiquette noire, écrit Baston en gros, et avec des fleurs dessus pour essayer de contrebalancer ce côté Baston. Mais clairement, si l'étiquette n'attire pas l'œil ou le nom ne retient pas l'attention, en tout cas pour le premier achat, impossible de parler de nos valeurs, de qui on est, de toute l'exigence qu'on met dans notre produit. T'es noyé au milieu de la masse, quoi. Donc je me reconnais vachement dans ce que tu dis. Et du coup, c'est aussi la raison pour laquelle on s'est tous mis ensemble avec notre cerveau de DNVB à essayer de concevoir un nouveau mode de distribution qui défonce tout. Le cahier des charges, je te passe les 1 an de travail sur le sujet, mais à la fin, le cahier des charges, c'était si on veut faire du commerce physique qui cartonne dans de bonnes conditions, déjà la base, c'est le bon emplacement. Il faut un super emplacement. On a pu signer le bail 369 de cette cellule centre-ville de Lille. Quelle surface ? Il y a 220 mètres carrés, dont 170 mètres carrés de surface commerciale. Ok, le reste, c'est stockage. Le reste, il y a effectivement une petite réserve. Il y a un espace où on fait un studio pour des podcasts directement dans la boutique. Des tapis en velours et un petit feu de bois et des pots de bête. Avec une cheminée. Une bonne baston sur la table. Tout ce qu'il faut. Donc, première chose, c'était ça. Deuxième chose, on a misé toute l'expérience client dans le magasin sur le storytelling. Yeah. Et autour du storytelling, on a construit tout le reste.
Et là, on a utilisé les 15 ans qu'on a derrière nous, où on a poncé l'expérience retail comme des maboules pour faire l'expérience client parfaite. Ok. Alors, il n'y aura jamais rien de parfait, mais tu sais, c'est comme le jean asphalte. Moi, j'aime bien prendre la comparaison du jean asphalte, le jean très parfait. Si tu tombes par terre en moto, quoique, j'ai des vidéos sur Internet où il y a des mecs qui se sont relevés et le jean n'a rien, quoi. Mais en tout cas, on a vraiment fait l'expérience la plus parfaite telle qu'on a pu l'imaginer avec les 15 ans de recul qu'on a. Sur la partie Digital In-Store, c'est ce petit bouton rouge. Est-ce que tu le vois ? Ah, je vois très bien ce petit bouton rouge, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert ? Alors, tu vas rentrer dans le magasin, tu vas voir ce petit bouton rouge un peu partout. Ouais. Je ne vais pas dire à côté de chaque produit, mais presque. Disons que tu as certaines marques où tu auras plusieurs produits de la même marque et tu n'auras qu'un seul bouton, parce qu'un seul bouton suffira pour cette marque-là. Bon, imaginons la bière Baston. Ouais. Donc tu auras la bière Baston et à côté, tu auras ce petit bouton-là. À ton avis, qu'est-ce qui fait ce bouton si je t'explique que dalle ? Ah bah là, il y a quelqu'un qui te ramène une bière, une baston, quand t'appuies dessus. Ça, c'est hyper disruptif. Alors, non. Non, j'imagine que tu accèdes à un contenu, à un média, j'imagine, où tu peux avoir un peu d'explication ou l'histoire du produit. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est là la technique qu'on utilise ici, c'est du neuromarketing, ça s'appelle un nudge. En fait, le principe qui est très simple derrière ce terme très technique et incompréhensible, c'est il faut pas de mode d'emploi. Les gens doivent rentrer, personne doit rien avoir à expliquer pour qu'ils comprennent. Quel que soit leur âge, le niveau de compétences qu'ils ont en digital ou ce qu'ils font dans la vie, n'importe qui doit comprendre, même un gamin doit comprendre. Donc effectivement, ce bouton, en forme de bouton lecture YouTube, quand tu cliques dessus, ça va lancer une vidéo. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça donne envie d'appuyer dessus. Là, Ouais. moi, je vois un bouton comme ça devant moi, j'appuie dessus direct. Le fameux bouton rouge. Exactement. C'est vraiment lui. Je vais faire un truc insupportable, je vais me moucher dans le micro. Vas-y, J'ai toujours rêvé de mouche-toi faire ça. bien dans On a le dit qu'on micro. était entre nous. Faites attention à vos casques. Attention. Et je pensais me reculer, mais j'ai pas du tout envie. Je vais mettre de la saturation en plus, en bonus au montage, tu vois. On a dit qu'on était entre nous. Bah, je Ah bah partage on est entre nous. Et t'as vu ce qui est écrit à côté ? ce que vous ne savez pas sur 3 petits points. Voilà, exactement. Donc ça, c'est encore plus vicelard. C'est histoire de jouer sur la peur de passer à côté de quelque chose. Une fois que tu as lu ça, ton cerveau rentre dans un système c'est de bien. bug. Et donc l'idée, c'est un peu, t'accèdes au petit secret du produit, le petit secret de fabrication. Bah, tu vas accéder à ce que tu ne sais pas juste en regardant la bière Baston. Ouais, très bien. Tout simplement. Et c'est là qu'en fait, le type de contenu que tu vas faire sur Instagram ou sur TikTok va prendre tout son sens. C'est-à-dire, quand tu vas voir quelqu'un en train de s'amuser, en train de boire une bière, de rigoler, en train de faire un jeu à la luck, etc. Et qu'on va raconter ton histoire. En fait, on a ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et les gens qui vont voir cette vidéo vont voir des gens qui s'amusent, qui dégustent, qui apprécient. Et ça aide vachement à te mettre déjà à te projeter ce qu'il y a dans la bouteille. Parce qu'en fait, quand tu achètes une bouteille, tu n'achètes pas la bouteille, tu achètes le contenant. Ah, bien sûr. Donc là, effectivement, on va parler du produit, puis on va le mettre en vie, on va raconter son histoire, ce que les gens font avec, etc. Et alors, où est-ce qu'elle se joue, cette vidéo ? Donc en fait, là, on est rentré dans la galerie commerciale. Il y a 12 mètres de vitrine juste avant de rentrer. La porte est là-bas. Et sur ces 12 mètres de vitrine, tu as un écran géant ici et de l'autre côté aussi. Et sur ces écrans géants, il y aura aussi des vidéos, le même style de vidéo que tu as sur TikTok et Instagram, avec des techniques de hook. Donc le hook, en fait, c'est les techniques qui font que ça va t'attirer ton attention et tu vas pas zapper, tu vois. C'est des techniques neuroscientifiques, psychologiques, neuromarketing, tout ce que tu veux. Et c'est des trucs très malins, mais jusqu'à présent, je les ai vus sur TikTok, Insta, je les ai jamais vus dans le retail. Ok. Jamais. Tu auras aussi des techniques de cliffhanger. Alors ça, c'est un peu plus connu, c'est le film... T'as connu le film Cliffhanger ? Non, ça me dit rien. C'est un film avec Stallone où en fait, la fin, ça se termine pas vraiment et tu dis « Ah non, je veux voir le 2 » tu vois. Ah oui, d'accord. Ok. En gros, la fin est pas terminée et il se passe un truc. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans toutes les séries en fait. Ouais, 24 heures chrono, ils étaient ouf pour Oui, ça. ouais, clairement. C'était l'enfer. T'as pris l'exemple. Oh là là, mais les petites nuits. Je crois que ça vient de là, à la base. Oh là là, Jack Bauer, si tu m'entends. On l'embrasse. Merci, Jack. C'est exactement ça. En fait, là, tu vas montrer un début d'une vidéo, puis la fin, tu la montres pas. Ah ouais. C'est, si tu veux voir la suite, tu rentres. Pas mal. Et ça, c'est des techniques d'internet que je n'ai jamais vues dans le retail, Dans le monde nulle réel. part.
Voilà. Mais pourquoi on a ça là? Parce que c'est un truc qui a été conçu par des marques digitales. C'est un truc qui a été conçu par des marques digitales. Tu as de la projection au sol pour attirer l'attention de ceux qui regardent leurs pieds quand ils marchent. Tu en as quand même beaucoup. Et une fois que tu rentres à l'intérieur, en fait, tu as ce qu'on appelle un parcours imposé. Donc, un petit peu comme chez Ikea et chez Sostrengren. Oui, comme ça, tu achètes tes petites bougies chauffe-plat à la sortie. Voilà, exactement. En fait, 100% du flux va passer devant 100% des marques. Ah, ok. Pourquoi on fait ça? C'est très simple. Il y a des marques qui seront connues, mais même les plus connues, tout le monde ne les connaît pas. Et à côté, tu auras aussi tout plein de marques que plein de gens ne connaîtront pas. Et donc, pour maximiser leur découvrabilité, tout simplement, on fait passer tout le monde devant. Comme ça augmente tes chances d'être découvert. C'est le principe Ikea. C'est ce qu'on appelle le syndrome Ikea. Le syndrome Ikea, c'est que tu vas pour acheter une étagère. Oui, mais Tu vois très bien. on est tous passés par là. Hein. Voilà. Et ça, parce qu'en fait, ça, c'est un énorme avantage du monde physique. C'est ce qu'on appelle l'impulsion. En fait, tes yeux fonctionnent à une vitesse incroyable et beaucoup plus vite que sur Internet parce que tu es dans un environnement, tu marches, tu vois plein de choses. Et du coup, le fait de faire ce parcours-là, qui se fait au final sans effort, c'est même un plaisir, tu vas découvrir des tonnes de trucs que tu n'aurais jamais découvert sur Internet. Jamais. Parce que potentiellement, quand tu veux de la bière, tu vas chercher bière sur Internet ou effectivement, tu vas l'acheter au supermarché. Mais si tu veux la bière, tu vas à la baston, quoi. Ouais. Et si tu la connais pas, tu vas pas la chercher non plus. Ouais, bien sûr. Et c'est là que ce genre de concept store intervient, parce que là, pour le coup, c'est un peu le Colette des DNVB. Je sais pas si tu connais Colette à Paris. Ouais. C'est une sélection qui a été faite et qui est proposée. Et tu as aussi bien des marques connues, tu as même du luxe dedans, mais comme des toutes petites marques, des petits gadgets, etc. Mais à chaque fois, la sélection, c'est une histoire qui tabasse. Ok. Alors là, jusqu'ici, je vois bien tout l'aspect conceptuel autour notamment du digital, le parcours, tout ça. Mais c'est quoi la différence pour nous, fabricants, au sens producteur, de vendre chez toi plutôt que chez Carouf? Alors, il y en a trois. La première différence, c'est le fameux storytelling. C'est que du coup, en fait, ta marque va être mise en avant aussi bien que ce que tu le fais sur Insta, etc. Et effectivement, chez Carouf, tu as juste ta bouteille. Ok. Voilà, donc si les gens ne connaissent pas, ils achètent une bouteille noire avec une étiquette, avec une fleur dessus. Et là, en fait, ce bouton se joue sur des écrans comme ça. C'est des petites tablettes. Ok, très bien. Tu en as 29 dans tout le parcours client. En fait, c'est même pas bien représenté dans la 3D, mais tu en as une tous les 1,50 m. Ok. Tous les 1,50 m, tu as une tablette. Donc, tu n'as jamais un écran à plus de la distance d'un 1,50 m d'un bouton. Deuxième différence, ça va être au niveau de la capacité de vente. Je vais repasser ici. En fait, 100% de ton offre peut être commercialisée dans la boutique. Ok. Grâce à un système de vente sur écran, sur borne interactive. En fait, tu as 9 bornes interactives dans tout le magasin et donc, en fait, les marques vendent 100% de leur offre. Donc, tu ne peux pas avoir de rupture. Et si tu as d'autres bières que de la baston, si tu as d'autres produits, en fait, du coup, tout peut être commercialisé. Donc, c'est une deuxième grosse différence. C'est que là où le distributeur, il va d'une certaine manière un peu décider à la place du consommateur. C'est un peu comme si, tu vois, tu avais une garde-robe, mais c'est tes parents qui ont choisi tout ce qu'il y avait dedans. Tu vois. Bien sûr. La distribution, c'est exactement ça. En fait, c'est des gens qui ont décidé ce qu'il allait avoir dans le magasin. Et en fait, toi, tu penses avoir le choix, mais il y a quand même des gens qui ont décidé à ta place. Là, en fait, la marque, elle va mettre toute sa capacité, toute son offre possible, et c'est le consommateur qui va décider. Donc ça, c'est la deuxième grosse différence. La troisième grosse différence, c'est le modèle économique. Et là, c'est une tuerie. J'écoute. Alors, Musique sombre. musique sombre. Musique sombre, darkness. On va remettre la petite musique de nuit. Donc, la grosse différence, c'est qu'en fait, là, les marques, elles vendent en direct, déjà de 1. C'est elles qui vendent avec leur prix final, ce qu'on appelle le direct to consumer. Donc, le prix, tu as cité 8 € tout à l'heure. Ok. Donc, tu vends à 8 €. Si tu vends 40 bières à 40 clients, tu as un fichier client de 40 clients. Ça, Ok. tu l'as pas dans la distrib. Ça te permet aussi de plus facilement créer un lien avec ton Ouais, consommateur tout à fait. final ou tout simplement savoir ce qui se passe. C'est un genre de concept de colocation. Ok. Donc en fait, c'est l'ensemble des marques qui vont prendre cet emplacement-là parce que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des top emplacements à plusieurs. L'union fait la force que d'y aller seul, ce qui est impossible.
Sauf que, en fait, la contribution est proportionnelle au nombre de centimètres de linéaire que tu vas prendre dans le magasin. Ok. Donc, en fait, pour donner un ordre d'idée, une marque assez bien installée qui aurait besoin d'un mètre linéaire complet du sol au plafond, ça va lui coûter à l'année l'équivalent d'un stand au salon du Made in France qui dure 5 jours. Ouais. Voilà. Pour te donner un ordre d'idée de comparaison. Pourquoi on arrive à faire ça ? Tout simplement parce qu'on a pris toutes les charges de la boutique, le loyer, les salariés, tout ce qu'il faut pour faire tourner le magasin. On a divisé ça par le nombre de mètres linéaires et ça donne ça. Sauf que toutes les marques n'ont pas besoin d'un mètre de linéaire complet du sol au plafond. Non, bien sûr. Si tu as besoin de 50 cm d'une planche d'étagère, c'est 70. Et si tu as besoin de 25 cm, c'est 40. Voilà, à peu près, je vais te donner les chiffres exacts juste après. Mais en fait, ça crée un système qui est intéressant, c'est que ça reduplique le même modèle économique que si tu étais dans du commerce en propre. En fait, dans du commerce en propre, tu payes des charges fixes, donc un loyer et tes salariés. Et en fait, quand tu passes un certain stade de chiffre d'affaires, du coup, comme tu vends en direct tout consumer, ton pourcentage de marge qui est plus important fait que tu passes ton point mort et tu développes beaucoup mieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de DNVB qui ouvrent des magasins. Parce que des DNVB qui ont déjà prouvé leur modèle, qui a un marché, etc., elles se développent beaucoup plus et beaucoup mieux quand elles le font en propre. Donc là, c'est exactement le même système. C'est du commerce en propre, mais mutualisé à plusieurs. Il y a quand même une commission qui est demandée. Mais là où dans la distrib, ça va être à peu près 50%. Moi, je dis à peu près parce que des fois c'est 50, des fois c'est 30 quand ils sont sympas. Dans le luxe, ça va être plutôt x3, tu vois. 75%. Et oui, chers amis, un produit qui coûte dans la réalité 100 € se retrouve à 700 € en bijouterie. Mais bon, encore une fois, il y a des charges, etc. Tout ça, ça peut se comprendre. Mais là, justement, pour combattre ce système-là, on s'est dit une chose qui est très simple. Dans un magasin, une marque qui cartonne, potentiellement, c'est pas que dû au fait du revendeur, tu vois. Une marque qui cartonne, ça peut aussi être dû au fait que la marque elle est géniale, qu'elle a fait une super communication, que le produit est canon, que les gens l'aiment, etc. Et donc du coup, au final, plus la marque va réussir dans ce schéma-là, plus les fruits de la valeur générée par cette marque-là, ça serait logique qu'elle revienne un peu plus à la marque. Or, quand tu es dans un système même à 30%, encore plus à 50%, là c'est tout l'inverse qui se passe en fait. Si tu vends 10 tonnes de bière, 50% de 10 tonnes de bière, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et donc chez nous, c'est la marque qui va choisir, soit c'est l'équivalent d'un loyer et 10% de com. En fait, on a gardé un pourcentage de 10%. Pourquoi ? Parce que ça garde une forme de motivation pour les équipes de vente qui sont dedans, pour le responsable de la boutique. Mais 10%, c'est l'opposé d'un 30 ou d'un 50%. Ça permet quoi ? Ça permet en fait que quand tu es sur une courbe à 50%, la marque qui cartonne et qui est là, en fait, elle va laisser une énorme partie de la marge du coup au revendeur. Alors que si tu es sur à 10%, du coup, toute cette partie de marge, elle revient dans la poche du coup de la marque. Et les frais fixes, au final, ils sont atteints pour finir assez vite. Donc, on va faire l'exercice ensemble. C'est ça que je te propose. C'est qu'on va regarder dans ton cas, si tu acceptes de le faire. Sinon, on le coupera au montage, tu nous diras. Non. Ça peut se faire. Je m'en fous, j'ai donné mon sang à l'arrivée. Alors du coup, allons-y. Combien ça te coûte à peu près une bière ? Alors, moi, je vais réfléchir en litres plutôt que... Ouais, alors on va le mettre en litres. Attends, je prends mon téléphone parce que moi, je réfléchis en fermenteur de 2000 litres, tu vois, donc il faut que je te le fasse comme ça. Hop, on va prendre ça, divisé par 2000. Allez, 2,75. 2,75. 2,75 hors taxe du litre. D'accord. Tu me disais que c'était 4 € le prix de vente à un intermédiaire. 3,60 t'as dit. 4 € hors taxe du litre, ouais. Tu peux rester là-dessus, on va rester en litres. 4 €. Encore une fois à soi, Alain. Si tu me dis s'il faut qu'on coupe, on coupera. Tac. Alors 4,13, donc on va descendre encore un peu. 45. Ouais, et on est pas mal. À 1 centime près, on va être là. Ouais, on est bien.
Et du coup, prix de vente TTC final, c'était 7. Ouais, non. En magasin, tu vas être à 5,30, allez, 5,40, ceux qui vendent le mieux. Alors ça, c'est hyper variable. Tu vois, entre Auchan Boulogne-sur-Mer et Carrefour Le Touquet, c'est pas la même chose. D'accord. Donc là, Ouais, c'est bien. Tu vois, 5, 5,30, là, à peu près, 5,30 c'est là. bien. Ouais. Ok. Bon, c'est pas mal. Ça veut dire que quand même, dans ton cas, t'es sur un schéma qui effectivement. Ah oui, non, pardon, parce que là, t'es à la bouteille. Excuse-moi, je te dis, Oui. je te dis les conneries. 7 €. D'accord, ok. Excuse-moi, parce qu'on est en litre et pas en bouteille. J'allais dire, parce que là, ils sont cool avec toi. Là, C'est les aléas du distributeurs. direct, hein. Cool. Hein. Alors, 45, voilà, et on est pas mal. À 5 on est centimes pas près, on est mal. pas mal. Bon, là, c'est un peu plus cohérent, mais c'est cool quand même. C'est-à-dire que t'es dans ce schéma où Je suis fourchette basse plutôt. t'es plutôt fourchette basse, ouais. C'est cool. C'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. Ouais, non, ils sont quand même sympas, ils jouent le jeu avec les producteurs locaux et tout. Bon, déjà, rien que pour ça, moi, j'ai envie de dire bravo. J'adore. Je pensais pas ce matin me lever me faire applaudir. Non, mais c'est bien. Tu sais que c'est vraiment plutôt l'exception que la règle. Hein. Je discute avec énormément de marques ces derniers temps. C'est rare d'avoir ces conditions-là. Il faut quand même le souligner. Donc là, la baston, c'est combien de rêves? C'est une seule rêve? C'est une bouteille? C'est plusieurs? Oui, on a plusieurs références. On a une gamme fixe blonde IPA triple. Et après, on fait des éphémères. Là, en ce moment, c'est l'estival, la bière de l'été. Et on fait aussi l'hivernal, la bière de l'hiver. Et on fait aussi la printemps, la bière du printemps. Ah, c'est pas mal. Oui, parce que nous, on a fait des grosses études de marketing. Donc, t'as quoi? 4-5 refs? Ouais, on a une brune aussi qu'on fait. La brune, on la fait quand on a envie. C'est assumé. C'est un produit qu'on a envie de faire de la brune. On fait de la brune. Elle se vend bien d'ailleurs. Elle marche très très bien. On a fait une double IPA en canette qui a cartonné aussi. Bon, on s'amuse quoi. Si jamais on devait mettre ces références-là sur une étagère, ça prendrait combien de centimètres à peu près? Ouais, bah tu prends l'équivalent de 3 bouteilles. Nous, d'expérience sur la vente à emporter de bière, c'est un produit qui est lourd. Ouais. Tu n'as pas forcément la place quand tu te balades en centre-ville de Lille. Donc il y a deux solutions. Soit on n'en vend que une, parce que les gens vont le mettre dans un sac à dos, mais ils ne vont pas en prendre plus, parce que c'est lourd une bouteille de bière. Soit ça fait à peu près 1,2 kg, soit on les vend dans un coffret avec la petite poignée qui va bien, et là tu peux en vendre 3. Donc généralement, on va essayer de vendre plutôt des coffrets, un peu comme celui que je t'ai ramené tout à l'heure. Donc ça, tu vois, pour moi, c'est pas mal, parce que c'est un truc, tu te balades à Lille, le soir tu as un apéro, bah, tu vas ramener ça, tu es invité chez des amis, tu vas ramener ça. Donc ça, c'est notre coffret, on appelle ça le tripack, c'est une valisette. Je sais pas combien ça fait de, ça fait 25, de là-bas. Regarde, je dirais 25. Moi, 25, mes doigts, 30, ça fait 22, quoi. donc on va dire 25. Ouais. Ben, on va regarder, c'est Donc, parfait. tu vois, nous, des coffrets comme ça, moi, je pense que c'est pas mal. Après, bon, il faut quand même le proposer à l'unité, mais sur le principe, on sait que nous, si on veut, entre guillemets, augmenter notre panier moyen, il faut vendre ce type de valisette, et en plus, c'est un beau cadeau à offrir. Ouais. Alors, on va faire le test, du coup, sur 25 cm. Il faut qu'on vende dans notre concept, pour passer le break-even, il faut vendre 6 packs de 3 par mois. Est-ce que tu penses qu'on peut vendre 6 packs en combien de temps tu penses qu'il faut pour vendre 6 packs? Tu les vends en combien de temps dans ta grande distrib? Allez, comme ça. Chez nos top vendeurs, ça c'est une matinée, je pense. Voilà. Donc là, pour passer ton point mort, donc dès ta 7e, c'est-à-dire qu'il y a un point de bascule où en fait, là, ça devient du bénéfice brut, voilà, chez toi. En fait, il faut que tu fasses 121 € de chiffre d'affaires, soit 64 € de marge brute. Là où chez un retailer tradi, toi, tu ferais 26 € de marge brute. Donc là, tu fais 64 et surtout, bah, toi, tu as ton bénéfice net. Là, une fois que tu as retiré toutes tes charges, etc., ton coût de production, bah, tu es en bénéfice brut. Bon, allez, on va aller à 100. Si on vend 100 packs à 300 bouteilles, donc ta marge brute, elle est de 910 € sur Place des Patronnes, là où elle serait de 371 € chez un revendeur tradi, qui est déjà cool, hein, parce qu'ils te prennent que 30%, ce qui est déjà cool. Ouais. Mais du coup, en bénéfice brut, forcément, une fois que tu enlèves tes charges, ça change la donne. Voilà. Ça change clairement la donne. Parce que là, 371 € versus 661, il y a t'as un gap. En fait, ce concept, il est fait comme du commerce en propre. C'est-à-dire pour récupérer le même effet de levier pour des marques qui vont marcher. C'est-à-dire qu'au moins, si ta marque, elle cartonne, bah, les fruits de cette réussite, ils tombent dans ta poche.
Voilà. Bon, du coup, est-ce que 25 cm, ça te convient ou est-ce que tu veux qu'on fasse un peu plus? Parce que peut-être que tu veux faire plus. Bah, je pense que nous, nous, dans notre modèle, là où il va falloir réfléchir, c'est de dire si je vous livre toutes les 2 semaines, combien on peut stocker en tampons. Parce qu'encore une fois, moi, j'ai un produit où je vends quand même de la quantité. Si tu vends un sac à main à 300 ou 400 euros ou un sac tout court, tu sais que si tu en vends 5 par semaine, tu es content. Mais moi, si je vends 5 bières par semaine, c'est ridicule. Donc, il ne faut pas oublier qu'on reste un produit où on doit faire un peu de quantité quand même, parce Bien qu'une sûr. bière, ça se vend entre 5 et 6 euros, grosso modo. Tu me livres Donc, une ça va palette. être, c'est ça, et je vais pas te livrer tous les jours Bah non. 30 bouteilles. Bah non, bien sûr. Sinon, en frais de transport, nous, on va exploser. Donc, nous, on est organisé en tournée du laitier une fois par semaine ou une fois tous les 15 Bah jours. ouais, Il y a un très livreur bien. qui vient à Lille et qui fait tous nos points de vente. Et donc, il faudra qu'on arrive à estimer, qui est de dire plutôt combien on arrive à stocker Il y a une grosse magasin. réserve, hein. Et en plus, c'est lourd à porter, tu vois, même pour le personnel, tout ça. Donc, tout ça, c'est des choses à ajuster pour que ce soit pas trop pénible de faire le réassort trop souvent pour les gens qui bossent dans le magasin et qui est quand même une sensation de quantité accessible pour Bien sûr. le consommateur. Donc c'est un juste équilibre à trouver pour moi parce que si sur une étagère tu as 12 bouteilles, tu vas devoir recharger toutes les heures, quoi, parce que c'est une bière, ça se vend facilement. C'est le petit produit pour lequel tu dois craquer facilement. C'est presque le produit que tu pourrais C'est mettre le à produit la fin, d'impulsion, à la bien sûr. caisse, au moment de passer, où tu dis, tiens, puis je vais me prendre une petite bière pour l'apéro de ce soir. C'est pas la même chose, un achat impulsif d'une bière à 5 euros que tu vas boire de toute façon, versus un produit qui coûte plusieurs centaines d'euros. Donc en ça, mais vous avez sûrement la connaissance là-dessus pour nous conseiller, quoi. Alors oui, et puis au-delà de ça, en fait, chez nous, tu peux changer tous les 4 mois. Nous, on est votre bras droit au niveau du commerce. On vous fournit toutes les stats en temps réel. Il y a un groupe WhatsApp en direct avec le magasin. Si au bout de 3 jours, on a tout vendu, qu'on s'est planté sur les quantités, on te le dira et et on affinera Ouais, en bien fait, sûr. au bout de la semaine d'après. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on verra pendant l'onboarding. Parce que pendant l'onboarding, on récupère la totalité de tes fiches produits, déjà pour vendre la totalité de ce que tu as envie de vendre dans la boutique. Il n'y a peut-être pas que les packs, on peut vendre, tu as parlé des bières à l'unité, de canettes, de Ouais, machin, bien sûr. etc. Deux, il y a l'implantation, comment on va faire, le storytelling, etc. Donc là, nous, au début, c'est nous qui allons le faire pour toi, sauf si tu veux filer un coup de main à la pâte, mais on va récupérer des contenus que tu as déjà. On va te conseiller là-dessus, puis on va fabriquer un bon contenu, un truc un peu sympa à partir de ce que tu as déjà. Et après, une fois qu'on aura ouvert les portes, ça va être le grand inconnu et on va apprendre en marchant. Ouais, Mais bien il y sûr. aura forcément. Alors, j'ai envie de dire, si on a sous-estimé la quantité, je serais content, moi. Ouais, bien sûr. Après, nous, on a un historique de vente aussi où on pourra aussi vous donner des indicateurs par rapport au secteur géographique de les boutiques qu'on a déjà à Lille-Centre, de vous dire, voilà le volume mensuel à peu près qui passe et on pourra aussi vous donner des indications comme ça. Ça sera dans tous les cas une découverte, on apprendra en marchant et puis j'ai hâte de voir ça. Et tiens, je te pose une question à l'avance, mais quelle que soit la manière dont ça fonctionne, tu seras d'accord pour qu'on refasse un épisode pendant, après parce que il y a plein d'entrepreneurs qui savent pas comment ça marche, etc. Je trouve que c'est hyper cool que tu acceptes de partager ça, parce que c'est loin d'être évident pour tout le monde. Et si après le concept, tu acceptes de partager tes galères, tes victoires, tes bons moments, ça pourrait être super cool. Donc, bien sûr, non, mais avec grand plaisir. Moi, je pense que ça fait. Moi, j'ai plusieurs activités entrepreneuriales et depuis toujours, je suis convaincu que c'est en coopérant avec ces parties prenantes qu'on apprend et qu'on progresse. Moi, je suis un livre ouvert. J'ai pas de secret de fabrication. Donc, je suis complètement OK pour poursuivre l'aventure. Génial. Eh ben, écoute, Attends, moi, j'ai une petite question. Ouais, tu peux applaudir aussi. tu peux applaudir. Franchement. On peut te remercier, Nico. La bière Baston. Donc, vas-y, on t'écoute, Yanis. Est-ce que tu m'as raconté l'histoire simple de ta bière ? Comment, pourquoi, comment t'en es venu là ? Comment on en est venu à créer de la bière ? Comment ?
Raconte-moi. C'est OK, ça marche. J'ai une première activité. Moi, j'ai créé une boîte il y a 12 ans qui s'appelle Les Fabricants. On a un incubateur de projets digitaux. On accompagne les projets des grandes entreprises, leurs projets numériques. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai eu besoin d'un équilibre entre digital et artisanal. Ce qui est assez complexe dans notre métier du digital, c'est qu'on vend un produit qui n'existe pas. Il est parfaitement non défini au moment où on doit faire l'acte de vente au sens primaire du terme. On vend quelque chose qui n'a aucune matière d'existence, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et revenir à l'artisanal, déjà, c'était un peu transférer de travail entre sa tête et ses mains, mais c'était aussi aller vers quelque chose de fini. Quand je vends ma bière, elle est déjà faite, elle est déjà packagée, elle est déjà dans l'emballage, elle a déjà son contrôle qualité qui est passé, etc. Donc intellectuellement, je trouve ça vachement enrichissant et ça faisait un bel équilibre professionnel me concernant. Alors ça suffit pas à faire un produit évidemment. Moi j'adore la bière depuis toujours. C'est vraiment mes meilleurs souvenirs, c'est les moments avec mon papa où on allait en Belgique, à Van Hoexem, pour ceux qui connaissent, qui est un énorme caviste belge, et on se prenait les caisses vides en plastique, là, puis on se remplissait toutes les bouteilles de bière possibles et imaginables. Notre jeu, c'était de prendre que des bouteilles qu'on connaissait pas pour toutes les goûter. Et un jour, pour son anniversaire, je lui ai offert un brassage amateur à domicile. C'est un mec qui s'appelle Maxime, qui a une boîte qui s'appelle Atom Bière, et qui a démarré son activité comme ça. Maintenant, il est installé dans des locaux, mais à l'époque, c'était dans sa camionnette. Il avait tout le matériel de brassage nécessaire. Il venait chez toi, dans ta cuisine, et tu brassais. Donc, on avait ça chez mes parents, dans leur cuisine, dans leur salon. Et mon père a fait venir un pote à lui, et moi, j'ai fait venir un pote à moi, qui est mon associé Ben, sur Les Fabricants. Et moi, je suis tombé amoureux des odeurs. Les odeurs de brassage, c'est extraordinaire. C'est quelque chose. Ah ouais. La première odeur, c'est le céréal mélangé à l'eau chaude. C'est hyper réconfortant, c'est très chaleureux. Ça se rapproche un peu de l'odeur de la boulangerie, un petit côté porridge. Il y a ce côté très réconfortant. Et la deuxième odeur, c'est quand tu jettes le houblon dans l'eau bouillante. Et alors là, c'est une odeur très très forte. Si tu t'entends pas bien avec tes voisins, ils pensent que tu fais pousser des choses illicites, parce que c'est la même racine, le houblon, que la bœuf. Donc ça a la même odeur, et c'est une odeur très très forte, très envahissante. Et là, c'est une explosion, quoi. C'est absolument incroyable. Donc je pense que j'ai les neurorécepteurs qui sont enflammés à ce moment-là. Et donc je me suis mis petit à petit à reproduire l'atelier que j'avais vécu chez moi dans ma cuisine, à m'équiper, à brasser, etc. Et puis entrepreneur que je suis, un jour ou l'autre, tu te dis allez, je franchis le cap, je vais en faire une activité, quoi. Voilà, donc c'est né un petit peu comme ça, et avec vraiment cette volonté de la bière qui rassemble, la bière conviviale. Voilà, ça a toujours été les principes de la brasserie du Goulot, de faire des bières accessibles, des bons standards. Si tu en as dans ton frigo, ça plaira à tout le monde, quoi. Incroyable. J'aime beaucoup, moi, le mélange d'odeurs en plus, là, dont tu m'as Ah parlé. ouais, non, mais c'est à le vivre. sens. Pour celles et ceux qui Je- nous écoutent, qui n'ont jamais eu l'occasion de faire ça, franchement, faites un atelier de brassage. Les odeurs, c'est incroyable. quelque chose. Ah ouais. Clairement. Ouais. Et t'as eu une galère, la plus grosse galère là qui te vient quand je t'ai dit le mot galère. Qu'est-ce Ouais. qui te vient à l'esprit? Alors, il y en a Il y en a beaucoup. eu, ouais. Je veux pas étaler sur le sujet. La première galère, elle est claire, hein, c'est d'ouvrir pendant le Covid. Un commerce qui ouvre pendant le Covid, c'est très difficile. Parce que un projet comme ça, vous le savez tous les deux, le projet que vous êtes en train de monter, ça fait 1 an et demi que vous dormez avec tous les soirs, qu'il est dans votre lit entre votre femme et vous. Et voilà, vous le vivez à chaque instant. Imagine que le jour où tu dois ouvrir, t'as le président qui dit à la télé non, vous n'allez pas ouvrir, et puis en plus tout le monde doit rester à la maison. Allez, bisous, dans 2 mois. Nous, c'est ce qui s'est passé. Et il n'y a personne, les rues sont désertes. Et tu es tout seul comme un con à installer ta brasserie pour laquelle tu bosses depuis 1 an et demi. Bon, après, tu te dis, honnêtement, si j'avais pas signé le bon de commande de la brasserie avant le Covid, je l'aurais jamais fait. Donc, quelque part, le destin a été lancé. Nous, on avait tout acheté, tout commandé bien avant qu'on ait connaissance du Covid. Et fort heureusement, parce que je pense que sinon, on l'aurait jamais fait. Donc voilà, puis là, les galères, elles se multiplient, quoi. On finissait les travaux de la brasserie pour trouver un pot de peinture à l'époque. On oublie vite, heureusement, hein, mais tu trouvais pas un pot de peinture. C'était une galère. Et la deuxième galère, pour enchaîner, c'est la guerre en Ukraine. Ça a un impact très très fort sur notre activité, parce que la Russie est un très gros producteur de verre.
Et l'Ukraine est un très gros producteur d'orge. L'orge devenant le malt pour fabriquer la bière. Donc évidemment, même si nous, nos bouteilles, elles viennent plutôt d'Allemagne et l'orge vient plutôt de France, ça reste une pression qui est mise sur un marché européen et qui a fait flamber les prix. Et puis l'énergie, comme tout le monde, le gaz et l'élec, ça a pris des pourcentages considérables depuis le début de la guerre. Nous, on est directement impacté par ça. Donc c'est vrai que notre seuil de rentabilité entre la fiche Excel avant ouverture et la fiche Excel après la guerre a pris quelques points. Quoi. Ouais. Donc ça c'est le gros game qui a changé. Après, je considère ça comme étant des galères, mais en même temps, on fait avec, on se bouge, et puis il y a des projets comme le vôtre qui, pour moi, ont beaucoup de sens et promettent un bel avenir au commerce, un avenir différent en tout cas. C'était la minute promo. C'était la minute promo. C'était aussi la minute pendant laquelle l'orchestre était en train de travailler. Ah ouais, parce que moi, on me l'a vendu, cet orchestre. Ouais. Alors du coup, le fail. Il y a 8 intermittents du spectacle. Là, on le voit pas à la caméra, mais il y a 8 intermittents du spectacle qui sont en train de bosser à l'accueil là-bas, qui attendent, en train d'accorder leur guitare. Alors il y en a 6 versions. Moi, ce que je te propose, c'est pendant qu'ils finissent de bosser, je te prépare ta lettre d'adhésion. Tu seras pas obligé de la signer tout de suite, mais en tout cas, il y a la petite surprise qui va avec. C'est rare un podcast qui fait de l'administratif. Oui. Moi, je trouve que c'est un concept hyper disruptif. Faudra peut-être couper, je sais pas, tu verras ce que tu gardes. Je vais garder des bouts par-ci, par-là. Ouais. Dans notre prochain épisode, votre déclaration d'impôt qu'on va remplir entre le milieu de l'histoire. Là. Alors n'oubliez pas la 42B à remplir avec vos déclarations CIPAV. La baston. Alors en l'occurrence, c'est baston tout seul, puisque justement, c'est un baston. C'est le fameux vent. Parce que nous, on n'est pas pour la bagarre. La bagarre qui existe déjà d'ailleurs chez nos confrères de Brick House. On les embrasse. Il me manque mon stream deck là avec les. Ouais. Il me manque un petit sampleur. Mais oui, je l'ai sur mon autre studio. On en avait un deuxième string deck, il nous a lâché. C'est pas grave, on va recommencer le podcast dans notre studio. Mais oui, on efface. Dis-le, pour le prochain podcast, on raconte-moi ton histoire. Allô chérie, je suis pas rentré, je réenregistre un podcast pour la 3e fois. On recommence. Donc du coup, là, en fait, c'est une lettre d'adhésion au collectif Place des Patronnes. Donc tu pourras relire ça à tête reposée, bien tranquillement. Pas besoin de la signer aujourd'hui. Ça remet juste par écrit tous nos engagements, à savoir qu'est-ce qu'on va faire de tes stocks, à quoi on s'engage, et réciproquement. D'ailleurs, en contenu, je me demandais, sur Insta, vous envoyez la foudre dessus? On n'a pas énorme de trucs sur Insta en propre avec Baston. Je crois que ça va plus évoluer avec le resto. Ouais. Mais il faut qu'on s'y mette, comme dirait l'autre. Parce que tu as un capital sympathique. Non mais... Moi, je veux venir filmer à la Luck. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Et puis même à Vimereux, quand vous êtes de passage, parce que je pense que Vimereux est vraiment le centre de prod de Baston. Je pense que là, il y a des belles images, il y a des belles photos à faire, même des events. Il y a plein de trucs à faire là-bas. Ah, ça peut être cool. Tout simplement filmer les gens en train de se marrer à la Luck avec tes pintes. C'est clair. Et alors, du coup, est-ce que dans ce monde figital, je peux vendre chez vous un service? Est-ce que par exemple je pourrais vendre une carte cadeau de 50 € pour aller à Big Luck à Marquette-les-Lilles? Ça serait pas mal ça. Tu pourras. On a dans. Prépare-moi une 2e adhésion. Non mais je veux bien qu'on en parle parce que vraiment moi je trouve ça hyper intéressant. Je pense que c'est quelque chose qu'on offre facilement d'aller à la Luck. C'est hyper malin. Tu fais un cadeau à quelqu'un, c'est un peu comme la Smartbox. Exactement. Donc en fait, tu as déjà été chez Apple Store. Ouais. Et chez Apple Store, tu vois, ils ont des étagères avec des petits trucs comme ça. J'y ai laissé plusieurs PEL à l'Apple Store d'ailleurs. Ah ouais, c'est bien. C'est un bon endroit pour laisser des PEL. Ils sont très forts. Je sais pas pourquoi tu me montres une photo de Pesperson. Peut-être tu as un message à faire passer. Oui, c'est justement. Reste bien longtemps dessus en plus. C'est pour ça. C'est peut-être toi qui voulais me faire remarquer quelque chose. Je sais pas sur qui je vais faire un zoom caméra à ce moment-là. On verra. Moment gênant du podcast.
En fait, c'est dommage, j'ai pas photo plan large. Mais en fait, ici, on est à l'étage, on est dans un rayon complet. Et ce n'était que des boîtes ici, évidemment. Il n'y a pas le pèse-personne à l'intérieur. Elles sont vides. Ok. Pourquoi ? Parce qu'elles sont vides. En fait, le concept ici, il est simple. Les produits, ils sont pas présents dans le magasin ou alors des fois, ils sont en réserve. Mais en fait, tu vas prendre ta boîte, tu vas aller la payer en caisse et après, le produit, tu le recevras chez toi ou s'il est en réserve, ils vont te le donner. Okay. C'est tout simplement le principe de la Smartbox. Smartbox. Donc en fait, là, ce qui est hyper paradoxal, c'est qu'on vient rematérialiser un objet qui est dématérialisé, qui n'est pas matériel. Et donc, on aura chez Place des Patronnes effectivement ce concept de boxes, où ça peut être ta carte cadeau, etc. Donc sous forme d'une petite box. Et tu vas à la caisse, tu payes ça. À l'arrière, tu as un QR code ou dedans, tu as un petit livret d'informations, machin, etc. Vous avez le droit d'aller passer une bonne soirée à la Loc avec un bon d'achat de 50 €, etc. Et tu offres ça à quelqu'un et il y a un QR code derrière, il le scanne pour l'activer et pour... ou si c'est un objet à faire livrer, dans ce cas, il va juste mettre son adresse de livraison où il se le fait livrer puis il se le récupère chez toi. J'adore l'idée. Et elle est d'autant plus machiavélique. Donc moi, pour la bière, je pourrais faire un pack genre 12 bières. Ouais. Mais je le fais livrer parce qu'évidemment, personne ne se balade avec son carton de 12 bières. Ça pèse beaucoup trop lourd, l'île centre. C'est l'énorme force du modèle. C'est que du coup, ta petite box en centre-ville, elle va pas coûter le même loyer parce que en fait, les produits en magasin coûtent un loyer qui coûte une fortune. Ouais. Là, ta bière, elle sera dans ton entrepôt, 30 fois moins cher en termes de loyer en moyenne. Et économiquement, ça marche parce que ton consommateur, il aura du coup sa bière chez lui. Ça lui évite d'aller la foutre en centre-ville et de la porter, etc. C'est malin. Et tu peux même offrir un pack de 12 bières, tu vois. Un Exactement. bon pote qui aime la bière, tu lui offres un pack de 12. Oh, c'est bien. Il n'a pas qu'un physique, comme dirait l'autre. Et ça, c'est le genre de concept qu'on a vu sur les 15 dernières années que dans très, très, très peu de points de vente, quoi. Vraiment très peu de points de vente. Il y a Smartbox qui fait ça depuis toujours. Et effectivement, Apple le détourne pour un usage qui n'est pas exactement ça. C'est pas pour offrir. Ils le font simplement pour éviter de mettre les balances. Ils veulent avoir toutes les mêmes boîtes à la même hauteur pour que ça soit beau, etc. Est-ce que tu es prêt, cher ami? Ouais, carrément. Pour la surprise. Eh ben écoute, cher Nicolas de la marque Baston, je tiens à te féliciter. Bravo, tu as rejoint le plus beau collectif de marques engagées de la planète avec une expérience client qui va tout tabasser. On va bastonner l'expérience client. Donc bravo à toi, je te serre la main. Tu n'as plus qu'une signature avant d'officialiser ta rencontre. Ouais. Donc bravo à toi. Et quand on le fait en visio, j'ai des petits feux d'artifice qui sortent. J'en ai pas dans ma poche. Grâce au montage. Dans la gueule là. Il n'y a plus de budget d'artificier. Petit claque doigt là. Oui, ce serait très drôle que tu jettes des petits confettis au-dessus comme ça. Ouais, ça serait vachement rigolo ça. Et tu sais quoi, les prochains qu'on fait en présentiel, il faut qu'on trouve. Chaque podcast sera des confettis comme ça. C'est vachement bien. Je te propose du coup maintenant. Oh là, j'ai peur. Ouf. Ouais, alors je te préviens, l'orchestre, des fois, il fait des tueries, il fait des dingueries. Mais alors, des fois, il y a des solos et tout. C'est de la merde absolue. Ça dépend de ce qui a été noté. Donc, dans tous les cas, on gardera que la meilleure sur les 6, donc tu dois voter. Ah, il y a 6 versions. Ouais, il y a 6 versions, tu dois voter. Je dois écouter les 6 versions du coup. Ouais, elles durent tous 6 minutes. Alors, elles durent toutes 6 minutes. Je vais reprendre un laxatif, s'il vous plaît, juste avant d'écouter. Donc, évidemment, en montage, on mettra peut-être pas les 6, mais on verra. Allez, c'est parti, on écoute. L'amitié liquide, la bière nous unit. Chopinette levée, fraternité infinie. On traque, on s'embrasse, et les soucis s'oublient. C'est bistrothérapie, amitié qui boutille. La bière Baston, quand c'est pas table, c'est rentable. C'est magnifique. Doré, nos cœurs s'enflamment. Non, elle est belle celle-là. La bière Oublie pas, tu dois voter. Ah ouais, comme une étreinte stable. Faire lever l'esprit sans drame. Ah ouais, très beau. Ça, c'est une nouvelle version. Ça, c'est une nouvelle version. Ah ouais, là on est festival là. Ouais. Les fabricants digital inatteignable. Retour à l'artisanal, c'est ma route inévitable. Ah oui, c'est la suite de l'histoire, c'est bien ça. Souvenir indélébile avec papa chez les cavistes. Moment irrésistible. Un atelier de brassage, cadeau pour le daron.
Quand je pense à toutes les chansons de merde qu'on a fait pour les mariages, alors qu'on aurait très bien pu utiliser ce logiciel formidable. C'est incroyable. Quelque chose à dire à quelqu'un le regard comme ça là. Quittez-la en chanson. Choisis c'est son style préféré. Soyez classe, quittez-la en chanson. On pourrait faire un podcast là-dessus. Une IA peut vous aider à vous séparer. On utilise toutes les IA du marché Comment pour voir faciliter laquelle est le plus pertinent pour se séparer de son conjoint, de sa conjointe. Donc, option A, la chanson personnalisée. Oh là là. Si mon épouse écoute, ce n'est pas un message Oui. subliminal. Non, c'est comme la balance. Voilà, c'est comme la balance. Alors j'ai pas écouté les paroles parce qu'on disait des conneries, mais le rythme est très bien. Donc pour Ouais, l'instant, c'est je la mets deuxième quand même une bonne note là. Là, je mets un petit peu une bonne note quand même. Alors, il en reste 3. Attention, vous êtes prêts? J'ai lancé les fabricants digital inatteignable. Retour à l'artisanat, c'est ma routine évitable. Pierre coulant dans mes veines, souvenirs indélébiles. Faut définitivement un clip. Ok, d'accord. Ah oui. On va en parler. Passage, cadeau pour le daron. Faudrait une belle voiture de sport et on verse de la bière dessus. J'ai une C3 derrière. Oui, Voiture de sport. Encore mieux. Alors voilà, c'est le moment du verdict. Ah là 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 là. Ça va être dur. Hein. Tu veux Moi qu'on j'aimais bien la version dansante là. Tu sais, la version. La électro comme ça, là. Ouais. Ah, moi, je kiffe celle-là. Ah ouais. Ouais, le petit côté, le petit synthé en intro, là et tout. Ouais, c'est ça. Là, on a carrément envie de se chauffer. Ah ouais. Ah bah, moi, je donne mon vote à celle-là. Et vous pouvez voter aussi. Hein. J'ai mis un pouce. Ouais, t'as bien un pouce. C'est bon. Eh ben écoute, elle passera donc en Yeah. magasin à l'ouverture. Il faut absolument qu'on refasse la version 2 du podcast et le clip. Eh ben, écoutez, avec grand plaisir. Moi, j'ai adoré ce moment. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci pour vos questions. Merci pour le projet aussi, parce que c'est aussi quelque chose que tu fais pour nous, donc je trouve ça canon. Et quand vous voulez, autour de ce micro, moi, dès qu'il y a des conneries et des copains, vous savez. Eh ben super, c'est le moment de se dire au revoir. Salut à tout le monde et bravo au groupe auquel on peut applaudir très très fort l'orchestre. Bravo, bravo.